commencer ce 20 août 2022, ici au palais du 15 janvier. Les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent toujours. Les 1500 participants sont donc répartis dans les différentes commissions thématiques pour débattre des sujets retenus. Certes, chers téléspectateurs, ce dialogue national inclusif et souverain a un caractère politique qui débouchera certainement sur la création de nouvelles institutions. Dès lors, comment allier ces questions politiques aux questions de développement? Nous recevons sur ce plateau, pour débattre de ces sujets, nous recevons sur ce plateau Issa Doubraye, ancien ministre de l'économie. Bonsoir. Bonsoir Robert. Oui, en jetant un regard ici sur le commencement des travaux, on se rend compte plutôt que les esprits sont beaucoup plus focalisés sur des questions politiques. Nous avons la forme de l'État, qui va être président de la République, qui va être Premier ministre, qui va être le président du Conseil national de transition. Les questions d'ordre sociétal sont occultées dans les différents débats. Pas autant que ça, parce que quand on regarde les 5 thématiques, les questions sociétales sont en bonne place, autant que des questions de politique publique sectorielle, ainsi que la question de la paix, des libertés fondamentales, des questions de forme de l'État, ne sont qu'une partie de cette importante assise. C'est vrai que les esprits sont focalisés davantage sur les grandes institutions probablement que nous allons créer à l'issue de ces dialogues, autant que la forme de l'État, il y en a deux. Il y en a deux, la forme unitaire fortement décentralisée et la fédération que réclament certains. Donc, il est tout à fait normal que ces questions politiques attirent, ou du moins focalisent l'attention de tout le monde. Mais il n'en demeure pas moins que des questions d'importance liées à l'économie et au développement de manière globale ont leur place, des questions sociétales. Vous vous souvenez, que le politique est dépassé par la question, par exemple, de la DIA, la question, par exemple, des conflits communautaires, la question d'accès à l'énergie qui deviendra une question politique, la question de réseaux routiers obsolètes, dissuets. Toutes ces questions qui peuvent être au demeurant économique et développement sont en train d'être au cœur des questions politiques. Et donc, nous comprenons parfaitement pourquoi est-ce que ces questions que vous appelez politiques, donc forme de l'État et le besoin de création de nouvelles institutions adaptées à nos défis futurs, soient les questions phares en ce moment. Mais je précise que les questions de développement, les questions sociétales sont en bonne place aussi dans ces dialogues, excusez-moi. En jetant un regard rétrospectif sur notre économie, de 2014 à nos jours, l'économie tchadienne peine à décoller. La baisse du prix du baril sur le marché mondial, la crise sécuritaire au niveau de nos frontières, la pandémie à Covid-19 et le contexte politique avec la mort subite du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Voilà autant de facteurs qui ont freiné ici l'économie du Tchad. Alors, qu'est-ce que vous suggérez aux sorties de ce dialogue national inclusif, de telle sorte que notre pays, l'économie, puisse redécoller? Quelle que soit la forme de notre économie qu'on avait jusqu'en 2014, vous disiez, pardon, et qu'on savait qu'il était une économie basée sur le secteur primaire, donc l'élevage, un élevage encore qui ne peut pas nourrir même l'éleveur, un élevage qui pèse sur les ressources naturelles, un élevage qui est dépendant largement de l'aide de l'État, et l'agriculture, une agriculture qui n'est pas encore en capacité, une agriculture familiale, disons, qui ne peut même pas nourrir l'agriculteur. Et donc cette économie-là s'est brutalement rencontrée avec l'exploitation du pétrole, comme vous l'avez dit vous-même, à partir de 2003, je crois. Et cela a découragé complètement certaines volontés, par exemple, de continuer à investir sur le secteur rural. Bien que à un moment donné, le maréchal de fin, paix à son âme, avait vraiment voulu d'une politique agricole ou d'une modernisation de ces secteurs agricoles qui pourrait être vraiment l'avenir, garantir l'avenir de ces pays. Malgré les investissements importants faits dans les intrants agricoles, les équipements, donc les tracteurs que vous connaissez, les aménagements hydro-agricoles qui existent encore bon et encore dans mon esprit, ainsi que les casiers A, B et les autres, les investissements n'ont pas produit les effets attendus.
certainement parce que les hommes et les femmes en responsabilité n'ont pas peut-être été à la hauteur ou n'ont pas eu des qualifications requises. Et il faut le reconnaître que ici encore c'est une question de gouvernance. Les investissements existent, mais la conduite de ces investissements n'a pas permis ou n'est pas aussi efficiente permettant d'espérer des résultats attendus. D'ailleurs, je ne vois pas comment on le ferait. Et donc, à partir de ce moment, une telle économie, je pourrais appeler pratiquement une mono-économie, une économie très peu diversifiée, peu attractive et peu concurrentielle, ne pourrait pas supporter, n'est-ce pas, les besoins immenses en termes d'infrastructures économiques et sociales de 10 millions de Tchadiens, de 15, 16, 17 millions de Tchadiens, et bientôt, peut-être d'ici 2050, nous serons une population au-delà de 25 millions. Donc, je pense que la solution, elle est connue. Après la vision vers 30 du Tchad que nous voulons, avec les plans quinquennaux, le premier qui est terminé, le deuxième qui va commencer et qui va s'alimenter, je vous le précise. Le deuxième plan, il est attendu que le deuxième plan national s'alimente des recommandations et résolutions qui vont sortir de ces dialogues national inclusifs pour permettre que les investissements futurs, quels que soient-ils, puissent bénéficier de 2 ou 3 choses, rapidement. Que nous puissions vraiment garantir les investissements dans la diversification de notre économie, de créer 4, 5, 6, 7, 8, 10 pôles économiques qui permettent de supporter nos besoins ou de faire face à nos besoins, de telle sorte que si un secteur est en difficulté, les autres peuvent aider à faire face aux défis. Par exemple, si le pétrole, nous connaissons un cours de baril qui est défavorable, alors le secteur agricole, le secteur de l'élevage, le secteur énergétique, le secteur des mines, le secteur de tout ce qui est eau devrait pouvoir se substituer. Parce que je vous rappelle que les 130 millions de têtes de cheftel que nous avons ne seraient rien économiquement si elles ne sont pas transformées et que nous vendions de la bonne viande à l'étranger après avoir satisfait notre marché intérieur et que nous transformions les sous-produits, donc tout ce qui est peau dans les tanneries et tout ce qui est détritus certainement en engrais chimiques, et que notre pétrole, du moins peut-être que après la première raffinerie de Djarmaya, Doba pourrait valablement, comme il pourrait avoir une deuxième raffinerie qui pourrait offrir les possibilités d'avoir un peu de bitume qui va amoindrir le coût d'investissement dans les infrastructures routières, et aussi pourquoi pas nous donner l'accès au gaz, dont l'avantage serait de permettre aux ménages d'utiliser du gaz en substitution au bois de chauffe, mais en même temps aussi que le gaz peut aider à construire une unité, une usine d'engrais, ce qui va booster l'agriculture, une agriculture modernisée qui va d'abord satisfaire le marché intérieur et pourquoi pas aller vers le marché extérieur. N'oubliez pas que nous habitons à côté de 200 millions, la première démographie africaine, mais la première économie aussi, qui est juste le Nigeria à côté, qui est un marché que le Tchad peut légitimement lorgner. Et nous avons des avantages comparatifs certains, et nous avons des mines. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par le fait que nous n'avons pas encore de cadastre minier, parce que si nous avons le cadastre minier, c'est déjà une garantie. Vous voyez, nous pouvons valablement créer un secteur. L'agriculture peut devenir un secteur, 3e, 4e secteur. Le blé, par exemple, le maïs pourrait être produit, et donc l'alimentation animale dépendra aussi, parce que il ne faut pas oublier que les provenderies sont aussi dans nos objectifs, de satisfaire notre élevage, de le fixer davantage que de garder cet élevage, ce pastoralisme qui en réalité n'aide pas le développement de cet élevage. Mais ça sera à long terme. Mais à court terme, si nous ne développons pas l'alimentation animale, eh bien, quand vous comparez la population animale, très forte population animale, et par rapport au couvert végétal restant, eh bien, il y a une forte inquiétude que, à terme, les animaux, la maladie qui va survenir, c'est la faim, l'absence d'alimentation de qualité. Et donc, un tel élevage ne peut pas être rentable économiquement. D'où, si vous demandez mon avis, la signature dernière des 3 ordonnances par le président du Conseil militaire de transition dans le cadre de développer au Tchad les zones économiques spéciales basées sur l'agriculture et l'élevage est une bonne option à maintenir. Et je sais que le gouvernement travaille âprement
à vraiment sortir notre économie de cet état que vous avez décrit tout à l'heure, une économie qui... Regardez même la fonction publique, le nombre de fonctionnaires aujourd'hui. Oui, on va débattre certainement de la Donc question. il faut une économie qui permette au secteur privé national, qui lui aussi a des problèmes de structuration, des problèmes de capacité d'accès au financement, des problèmes de l'étroitesse même du crédit bancaire au niveau local. Tout ceci ne permet pas au secteur privé national de se développer. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi que le secteur privé national lui-même s'est habitué. C'est une mauvaise habitude, je vais le dire, puisqu'on est en dialogue, je devrais être capable de le dire. C'est une mauvaise habitude de se spécialiser dans les commandes de l'État. Notre secteur privé s'est habitué de manière tout à fait complète aux commandes de l'État. Et l'État paye ses commandes comment? C'est avec l'économie. L'économie est basée sur quoi? Le pétrole. Quand le pétrole a des problèmes, et 2014 nous le rappelle, et donc aujourd'hui la dette intérieure est liée aussi à la qualité de ses dépenses, à la qualité de ses investissements, qui en partie ne sont pas productifs, et donc il ne peut pas avoir un retour sur investissement permettant à l'économie de générer des ressources pour payer, pour faire face aux charges qui sont tout à fait, que nous avons identifiées sur le plan de santé, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'agriculture et autres. Oui, Monsieur le ministre, en s'appuyant sur les différentes thématiques retenues pour ce dialogue national inclusif et souverain, nous prenons par exemple une thématique comme paix, cohésion sociale et réconciliation nationale. Comment établir un pont entre cette thématique et la question économique? Vous êtes d'accord avec moi que même dans votre propre maison, quand vous ne mangez pas, quand les enfants ne mangent pas, quand madame n'a pas accès à un certain nombre de ressources, il y a la guerre. Il y a la guerre, il y a le conflit à la maison. Donc quand il n'y a rien, quand vous n'avez rien à vous partager, eh bien même dans votre propre famille, vous êtes en conflit. Donc un pays de près de 17 millions de personnes, si l'accès aux ressources ne peut être déterminé que par la compétition, eh bien donc c'est le plus fort qui va toujours gagner. Notre état d'esprit n'est pas celui-là. Notre état d'esprit est que la paix au Tchad ne peut pas être garantie que par l'absence de la guerre. Elle ne peut pas être garantie que par l'armée nationale. Oui, l'armée nationale peut garantir la paix, mais pas contre les Tchadiens. Si les Tchadiens ont faim et qu'ils descendent dans la rue, si les Tchadiens n'ont pas d'énergie et qu'ils réagissent, si les Tchadiens ont besoin, si par exemple les routes continuent à tuer des gens, eh bien ça va devenir un problème politique. Il y aura trouble de la paix. Pas contre un ennemi extérieur, mais par rapport aux Tchadiens eux-mêmes qui vont dire, cette politique, nous on n'en a pas besoin. D'où nous pensons que au sortir de ces dialogues, nous n'avons pas besoin que de recommandations liées à la création des institutions, ce qui est évident, ce qui va être fait. Nous n'avons pas besoin seulement d'avoir une forme de l'État. La forme de l'État n'aura de sens que dans la paix, n'aura de sens que dans la réconciliation véritable, dans la cohésion sociale respectueuse, n'est-ce pas, des différentes entités nationales, des différentes composantes nationales, que chaque Tchadien, long, court, petit, grand, moyen, femme, jeune, homme, chaque Tchadien puisse se sentir dans son propre pays, puisse vaquer à ses occupations, puisse être sûr que la circulation des biens et personnes est garantie par l'État, etc. Et donc, pour moi, toutes les thématiques qui sont les 5, surtout, comme on appelle, thématiques développées, sont imbriguées, en quelque sorte, sont d'une certaine façon une même entité, quitte à ce que simplement nous puissions développer les questions de manière spécifique et toutes ces questions se rencontrent. Parce que la paix, la cohésion sociale, la réconciliation nationale, par exemple, ne trouverait ne pourrait pas avoir de sens s'il n'y a pas de ressources suffisantes pour permettre à chaque Tchadien, dans la limite de ses possibilités, même ceux qui se débrouillent, n'est-ce pas, de pouvoir se lever le matin, de vaquer à ses occupations, de penser que s'il a une idée, il peut aller dans une petite banque et avoir un petit crédit, et que des jeunes aient accès aux incubateurs qui créent de nouvelles richesses, eh bien la paix va être garantie. Je voulais répéter, la paix n'est pas l'absence de guerre. L'absence d'opportunité peut menacer la paix. L'absence d'opportunité peut créer des problèmes dans des communautés, des problèmes même qui ne devraient pas exister. Vous avez vu que les acteurs ruraux aujourd'hui compétissent parce que les deux produits sur lesquels nous devions baser notre économie, principalement qui est produit l'élevage, l'agriculture, qui voient les porteurs de ces produits en perpétuelle compétition, alors qu'ils devraient mettre toute cette énergie dans le développement de ces secteurs-là au profit de l'économie
mais à leur profit eux-mêmes d'abord et au profit de l'économie du pays ensuite. Donc nous pensons qu'ici, quand on va parler du conflit agriculteur-éleveur, si on réussit à trouver de bonnes résolutions et garanties par, n'est-ce pas, les unités administratives qui vont être refondées, garanties par les nouveaux élus au niveau local, mais aussi la justice au niveau central, eh bien je suis sûr que nous allons énormément bâtir, contribuer à renforcer la paix, à renforcer aussi la cohésion sociale et bien entendu à accélérer la réconciliation nationale dont tout le monde a besoin. Donc tout le monde a besoin. Je ne vois pas un seul Tchadien aujourd'hui qui n'ait pas envie de demander pardon à l'autre ou qui ne pardonnerait pas. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun à différents degrés aurait commis peut-être un tort à tel ou tel. Et c'est le lieu ici vraiment de demander pardon. Le chef de l'État lui-même l'a fait. Au nom de ceux qui ne sont pas là, il l'a fait. Et pendant que nous, on est encore vivants, on peut se demander pardon. Parce que c'est du même pays que nous parlons. Et que les problèmes, il y en a. Nous devions savoir vraiment nous les adresser, les analyser vraiment avec la tête froide. Hein. Et ça, c'est ce que je retiens de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oui, une autre question liée à la question d'emploi. Au Tchad, on se rend compte plutôt que c'est la fonction publique qui est ici le pourvoyeur d'emploi, alors que sous d'autres cieux, c'est plutôt le secteur privé. Alors, dites-nous, comment faire pour renverser cette donne-là? Il ne suffit pas que je vous le dise, il faut le faire. Comment? Il faut le faire parce que je vais vous dire que ça m'engage. L'État lui-même donne l'impression qu'il peut certainement employer, engager tout ce que le système éducatif universitaire a formé au Tchad. Partons du fait même des structures de formation qui sont rarement en adéquation avec l'emploi, le marché d'emploi, premièrement. Deuxièmement, on part du principe aussi que pour le Tchadien, dans son subconscient, dès qu'il a fini l'école, eh bien, c'est accéder à la fonction publique. Pour lui, c'est un droit. Le devoir pour lui, c'est aussi, par exemple, de dire, mais j'accède à la fonction publique, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je produis? Il n'y a pas du tout d'obligation de résultat. Dans la plupart des cas, les gens pensent qu'il faut aller à la fonction publique, vous avez votre salaire, et puis bon, voilà, vous êtes tranquille. En réalité, c'est une critique qui peut soulever peut-être un peu d'inimité à mon égard, mais je ne dis pas quelque chose de nouveau, tout le monde le sait. La fonction publique doit aussi s'obliger à livrer des services de qualité aux populations, à ses clients. Nos populations sont nos clients. Nous devons nous comporter comme le secteur privé. Parce que la rationalisation des ressources, l'efficience, l'optimisation des ressources doit être les maîtres mots. Ce qui va certainement garantir le retour sur l'investissement si les investissements sont productifs. Et quand les investissements sont productifs, l'assiette va forcément être grande et il y aura moins de compétition pour que chacun puisse y avoir accès. Mais quand il n'y a que l'espace à la fonction publique, soyez sûr qu'elle ne pourra pas employer 1 million de Tchadiens. Ce n'est pas possible. Chaque mois ou chaque trimestre, combien de jeunes Tchadiens arrivent sur le marché de l'emploi? D'où il faut tout faire pour, s'il nous faut même fabriquer notre secteur privé. Personne ne va nous en vouloir. Fabriquer le secteur privé voudrait dire il faut que nous puissions faire un sacrifice à un moment donné d'investissement important avec le secteur privé. Pas pour le secteur privé, mais avec le secteur privé. Comment faire? Puisque nous n'avions pas beaucoup de ressources publiques, eh bien, il faut développer le partenariat. Mais pour que cela soit possible, il faut un climat des affaires qui soit, n'est-ce pas, qui garantisse les investissements directs étrangers. Et en mode joint venture, en mode association, en mode contrat de gestion, en toute forme de collaboration, le secteur privé tchadien peut être renforcé à travers l'accès au financement, l'accès au crédit et développer, n'est-ce pas, tous les secteurs que nous connaissons ici. Par exemple, en disant tout étranger qui arrive investit un capital de 100%, il est à 65% et le secteur privé national 35%, histoire de l'aider à avoir accès à un certain nombre de compétences, de capacités et de financement. Mais quand vous parlez des secteurs privés, on fait allusion ici aux entreprises, alors qu'on a moins d'entreprises ici au Tchad. Le secteur privé n'est pas que des entreprises. Parce que quand vous regardez la stratification des opérateurs économiques, il y a même les femmes que vous appelez communément les vendeuses, les mossos, ou les jeunes que vous appelez les clandomanes. Tout ce monde, en quelque sorte, à un différent niveau, sont des opérateurs économiques. Tant qu'ils peuvent
aller acheter de l'essence, des pièces détachées de leur moto, n'est-ce pas? Ils font tourner l'économie locale, ils font tourner la petite économie. Et ceux qui tiennent les petites garde-côtes au quartier, certains payent quand même des taxes à la mairie. Et la mairie fait ses recouvrements pour faire des investissements dans l'entretien de la ville. Donc, à différents niveaux, ils sont aussi des opérateurs économiques minimes. Alors, ce que je veux par contre déplorer, c'est la prépondérance du secteur informel. Cette prépondérance du secteur informel est un défi que nous devons relever. Il faut travailler à structurer ces secteurs informels progressivement, pas en le brusquant, progressivement, en l'encourageant à sortir de l'informel pour aller vers le formel. L'État en serait gagnant, parce que d'abord dans la création d'auto-emploi, mais aussi ces gens, quand ils vont aller dans le formel, ils vont payer des impôts. L'assiette fiscale va forcément s'agrandir, nous aurons davantage de ressources. Vous allez voir que la pression fiscale va baisser même sur les grandes entreprises. Parce que c'est normal, quand il y a une seule jarre où il faut aller prélever de l'eau, eh bien, tout le monde va venir dans cette jarre. Le nombre d'entreprises nationales ou d'entreprises qui investissent ici n'est pas assez élevé. Donc, certainement, cela crée souvent la tension fiscale sur ces entreprises. Ça se comprend, ça s'explique d'ailleurs. D'où l'extrême nécessité, l'extrême urgence de créer des conditions pour diversifier l'économie, de créer des conditions pour implanter un tissu industriel qui va forcément rentabiliser, donner de la valeur ajoutée à nos produits. Parce que si nous exportons les produits de manière brute, nous sommes perdants. Imaginez un bœuf qui sort du Tchad, qui rentre au Nigeria, un seul bœuf. Nous le vendons 300 000 francs CFA. Il se pourrait que la valeur de ces bœufs-là, n'est-ce pas, à la fin, soit peut-être d'1 million, de 500 000, de 600 000, le double ou le triple. Pourquoi? Parce que la peau va être valorisée. Nous, on l'a vendu avec la peau. Les détritus vont être valorisés. Les sabots, les cornes, tout ça, tout ce qui est détritus, tout cela est valorisé de manière séquencée. Ceci crée de l'emploi. Ceci crée aussi de la diversité dans, n'est-ce pas, l'offre des produits. Et l'autre chose que nous devons faire rapidement dans ce sillage, c'est aussi la labellisation. Il faut labelliser le produit Made in Tchad. Nous sommes jusqu'à présent des producteurs... Oui, peut-être une dernière question, monsieur le ministre. Oui. Au-delà du secteur pétrolier, qu'est-ce que vous suggérez? Le secteur pétrolier qui est d'abord volatile. Alors, qu'est-ce qui peut remplacer le secteur pétrolier? Moi, je ne dis pas que quelque chose doit remplacer le secteur pétrolier. Je vais être très précis. Je souhaiterais que le secteur pétrolier puisse continuer à supporter notre économie, puisse continuer à nous pourvoir des ressources sans lesquelles nous ne pourrions pas faire des autres investissements. Mais dans ces cadres-là, que je souhaite avoir à côté du secteur pétrolier, un secteur agricole très fort, très moderne, donc l'agriculture qui va nourrir d'abord les Tchadiens, qui va satisfaire le marché intérieur et qui va offrir différentes gammes de produits dont une partie va être transformée. L'élevage qui va nous offrir la viande de qualité, va nous permettre aussi de vendre de la peau, de fabriquer notre engrais, de boire notre lait. Parce que si vous regardez les ressources, les devises, n'est-ce pas, que nous déployons pour importer le simple lait, alors c'est vraiment paradoxal d'avoir autant de têtes d'animaux et d'acheter de lait à des milliards. On exporte nos devises dont on a besoin pour investir dans la construction des infrastructures économiques, hein, dans la modernisation de notre agriculture, de notre élevage. Donc j'ai besoin du pétrole, qu'il reste. D'ailleurs, on devrait pouvoir continuer à faire d'autres prospections. Si on en trouve, il faut les développer, n'est-ce pas, le pétrole, et valoriser notre pipeline pour lequel on a investi beaucoup d'argent. Il faut développer le secteur minier, qu'il soit maintenant un secteur encadré, que les gens puissent y travailler, mais qu'ils puissent aussi s'organiser de sorte que l'État puisse prélever les taxes qui lui reviennent normalement et que ce soit un produit tchadien, labellisé tchadien. Nous avons besoin aussi d'avoir encore à développer un certain nombre de produits qu'on a, de produits et de sous-produits qu'on a. L'énergie, le soleil chez nous, c'est quand même une potentialité, pas des moindres. Donc nous devrions produire, pourquoi pas même exporter l'excédent d'énergie que nous aurions eu. Là, je vous dis, il y a le secteur agriculture, élevage, énergétique, minier, pétrolier, il y en a 5 au moins. Et ces secteurs structurants vont créer d'autres secteurs. Il y aura un impact sur la route. Parce que tout ce monde qui va investir pour enlever ses produits ou ravitailler en matière première, il faut de la route. Vous allez voir que l'impact va aller sur la route. D'où nous pensons aussi que l'investissement sur le réseau routier, et je le dis aux Tchadiens, on ne peut pas attendre d'un État comme le Tchad, pour un grand pays comme le nôtre, d'investir de ses propres ressources. Nous n'en avons pas. Parce que les questions sociales sont tellement importantes, questions de santé, questions d'éducation, questions d'enseignement supérieur, questions de formation, qui nécessitent
des investissements de l'État. Mais d'autres questions telles que les investissements dans les infrastructures routières, aéroportières et autres devraient être du ressort du privé. D'où nous pensons que garantir un climat des affaires qui rassure est le meilleur moyen d'attirer les privés en mode contrat de gestion, en mode BOT, mais qu'ils investissent dans la route, les autoroutes, les aéroports, et qu'ils espèrent que d'ici 20 ans, ensemble, ils vont récupérer leur argent. Nous aussi, on va gagner en emploi, on va gagner la qualité des infrastructures qui va garantir aussi vous voyez les autres investissements, hein, puisqu'on va circuler au Tchad devrait être moins cher. Les TIC, j'ai oublié. Les TIC, c'est un secteur économique très rentable pour le Tchad. Là, je vous ai cité pratiquement 6 secteurs. Qu'est-ce que j'ai oublié et qui permettront à ces pays, n'est-ce pas, de fonder le socle d'un nouveau développement qui aurait pu être enclenché par le premier plan national de développement, mais lui aussi qui a souffert de tout le problème de gouvernance, le problème de faible mobilisation des ressources, le problème de mauvaise utilisation aussi des ressources mobilisées déjà. Il y a des ressources ici au Tchad, mais nous avons aussi un problème d'absorption, capacité d'absorption de ces ressources. Ça, c'est une réalité. Et si nous résolvons ces problèmes un temps soit peu, nous pensons qu'il est tout à fait fondé l'espoir de tous les Tchadiens d'avoir un Tchad nouveau au sortir de ces dialogues. Et ça aussi, c'est un processus. Il faut que nous le fassions de manière sincère, que les agendas cachés là, on puisse les laisser de côté pour aller à l'essentiel. Très bien. Permettant aux Tchadiens d'espérer que ces pays peut être vus autrement. Oui, Monsieur le ministre, nous tenons à vous remercier vivement pour ces différentes orientations, surtout au sortir de ces dialogues nationaux inclusifs et souverains, que toutes ces interventions-là soient intégrées dans la politique sectorielle. Nous tenons vivement à vous remercier pour ces différentes orientations. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie.